Vous êtes-vous déjà demandé quels gadgets les enfants des années 1970 ne cessaient de rêver? Dans cette vidéo, les gadgets les plus emblématiques des années 1970, vous souvenez-vous de l'excitation ressentie en possédant la première montre numérique ou une nouvelle console de jeu? Restez connectés pour revivre ces souvenirs et découvrir comment ils ont ouvert la voie à l'ère numérique d'aujourd'hui. Imaginez porter un morceau du futur à votre poignet. C'est ce que représentait la montre numérique Pulsar lors de son lancement en 1972. Inspiré par l'engouement pour l'ère spatiale de 2001, l'Odyssée de l'espace, ce n'était pas seulement une montre, c'était une déclaration. À une époque où les aiguilles des montres tic-tac, la Pulsar s'illuminait de chiffres LED rouge vif, affichant l'heure comme jamais auparavant. Élégante, futuriste et chère, elle coûtait 275 $ contre plus de 1800 $ aujourd'hui. Posséder une Pulsar ne se résumait pas à lire l'heure, c'était posséder un morceau de demain. Sa popularité a rapidement poussé les entreprises à créer des montres numériques abordables, déclenchant une révolution numérique au poignet. Mais en parlant de révolution, avez-vous déjà entendu parler de la Pocket Fisherman? Restez connectés pour en savoir plus. Avez-vous déjà eu envie de tout plaquer et d'aller pêcher à tout moment? Dans les années 1970, tous les gadgets n'étaient pas électroniques. Certains transformaient le quotidien en aventure. Voici le Popel Pocket Fisherman de Ronco, un gadget qui rendait la pêche aussi spontanée qu'une promenade au parc. Tel un couteau suisse pour les pêcheurs, cette canne à pêche pliable était suffisamment compacte pour tenir dans la boîte à gants, avec sa boîte à pêche et son moulinet pré-remonté. Ce n'était pas seulement une invention ingénieuse, c'était un véritable phénomène culturel, grâce aux publicités accrocheuses de Ronco, vues à la télévision. Le Pocket Fisherman a captivé l'imagination de beaucoup, transformant la pêche du week-end en une activité pratique et nomade. Si cela peut paraître un simple gadget aujourd'hui, il rappelle que les années 1970 étaient riches en inventions qui rendaient la vie plus amusante et spontanée. Mais réfléchissons à ce passage des gadgets du quotidien à une nouvelle façon de jouer. Et si vous pouviez amener la salle d'arcade dans votre salon? Voici le Magnavox Odyssey, une histoire à ne pas manquer. En 1972, un événement révolutionnaire se produisit. La Magnavox Odyssey, première console de jeux vidéo de salon au monde, fut lancée sur le marché. Auparavant, les jeux vidéo n'étaient disponibles que dans les salles d'arcade, mais désormais, le divertissement pouvait s'installer directement dans son salon. L'Odyssey était bien loin des jeux hyper réalistes d'aujourd'hui. Elle ne pouvait afficher que 3 points et une ligne verticale à l'écran. Pourtant, grâce à ces éléments simples, elle permettait de créer plus de 20 jeux différents, du tennis aux maisons hantées. Imaginez une partie d'échecs, des pièces simples, mais des possibilités infinies. Les enfants n'avaient pas seulement une console, ils avaient des coques en plastique pour leurs écrans de télévision, des cartes pour différents scénarios de jeu et une nouvelle façon de jouer. Ce n'était pas qu'un simple jouet, c'était une révolution qui allait mener à l'essor de l'industrie du jeu vidéo que nous connaissons aujourd'hui. Si l'Odyssey était innovante, elle a ouvert la voie à une autre console emblématique, l'Atari 2600, qui allait propulser le jeu vidéo vers de nouveaux sommets quelques années plus tard. Mais avant l'arrivée d'Atari, un jeu a véritablement tout déclenché et est devenu une véritable sensation. Devinez lequel? Nous nous plongerons ensuite dans la simplicité et le charme de Pong. Avance rapide jusqu'en 1975, et le divertissement à domicile allait changer à jamais avec la sortie de Pong par Atari. Vous souvenez-vous de l'excitation de ramener l'arcade à la maison? Fini les pièces, fini les files d'attente, juste des heures de jeu interminables dans votre salon. Pong était simple, 2 bâtons, une balle carrée et le défi de la maintenir en jeu.
Mais vous souvenez-vous de l'excitation de voir ce petit carré rebondir, la tension montant alors que vous et vos amis vous battiez. C'était la première véritable console de jeux vidéo de salon et, malgré sa simplicité, elle a immédiatement fait sensation, surtout à Noël. Imaginez des familles réunies devant leur téléviseur, s'affrontant dans ce qui était en quelque sorte une version numérique du tennis de table, ressentant l'euphorie de la victoire lorsqu'on battait enfin le meilleur score. Pong n'a pas seulement créé une nouvelle forme de divertissement, il a créé une nouvelle culture du jeu vidéo à la maison. Mais ce n'était qu'un début, ouvrant la voie à l'explosion de l'industrie du jeu vidéo qui allait définir les années 1980 et au-delà. En parlant d'explosion, penchons-nous sur le gadget qui a ouvert les portes du jeu vidéo à domicile, l'Atari 2600. En 1977, le jeu vidéo avait évolué, passant du simple plaisir du Pong à une expérience bien plus immersive avec l'Atari 2600. Cette console n'était pas seulement un succès éphémère, elle proposait des cartouches de jeux interchangeables, chacune apportant un nouvel univers de divertissement dans votre salon. Imaginez une bibliothèque, mais chacune vous embarquant dans une aventure différente. Imaginez pouvoir passer d'une partie de blackjack à une aventure spatiale d'un simple changement de cartouche. L'Atari 2600 n'a pas seulement révolutionné notre façon de jouer, elle a révolutionné notre façon de concevoir le divertissement à la maison. Elle a marqué le début de l'ère des joysticks et a introduit des classiques comme Space Invaders et Pac-Man dans les foyers du monde entier. Première console à véritablement intégrer l'expérience arcade à la maison. Elle a posé les bases de l'industrie du jeu vidéo telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si l'Atari 2600 a révolutionné notre façon de jouer, un autre gadget des années 70 a transformé notre façon de capturer des souvenirs. Vous êtes-vous déjà demandé comment un appareil photo de poche a rendu la photographie plus accessible que jamais? Découvrons le Kodak Pocket Instamatic à venir. Pouvez-vous imaginer une époque où prendre une photo n'était pas aussi simple qu'appuyer sur un écran? En 1972, Kodak a révolutionné la photographie avec le Pocket Instamatic 20. Ce n'était pas un appareil ordinaire, c'était un appareil compact et facile à utiliser qui rendait la photographie accessible à tous. Considérez-le comme le premier appareil photo compact, permettant même aux amateurs d'immortaliser facilement les moments de la vie. Le Pocket Instamatic était suffisamment compact pour tenir dans une poche et équipé de cartouches de film faciles à charger, ce qui en faisait un appareil incontournable pour les familles et les jeunes photographes. Avec cet appareil photo, Kodak ne vendait pas seulement un produit, il vendait la possibilité de capturer et de préserver des souvenirs d'une manière inédite. Soudain, chacun pouvait devenir photographe et créer des instantanés du quotidien qui deviendraient des souvenirs précieux. Et s'il fallait encore attendre le développement de la pellicule, l'Instamatic a tellement simplifié le processus qu'il est devenu un incontournable dans les foyers américains. Mais avec l'évolution de la technologie, la façon de stocker ces souvenirs a évolué. À ce propos, vous souvenez-vous du premier ordinateur personnel qui a introduit la révolution numérique dans nos foyers? Nous explorerons ensuite le révolutionnaire Commodore PET et son impact sur le monde de la technologie. Quand on pense aux premiers ordinateurs personnels, des noms comme Apple viennent souvent à l'esprit. Mais en 1967, le Commodore PET était à l'origine de tout. Le PET, abréviation de Personal Electronic Transactor, était l'un des premiers ordinateurs tout en un, doté d'un écran, d'un clavier et d'un stockage de données sur cassette intégré. Imaginez-le comme le couteau suisse des premiers ordinateurs. Tout ce dont vous avez besoin, réuni au même endroit. Conçu pour être convivial, il fut l'un des premiers ordinateurs accessibles au grand public, et pas seulement aux passionnés de technologie. Au prix de 795 $, le PET
a introduit l'informatique dans les foyers, les écoles et les petites entreprises, démystifiant le monde informatique pour beaucoup. Ce n'était pas un simple gadget, c'était un outil qui laissait entrevoir l'avenir numérique, un avenir où l'informatique ferait partie intégrante du quotidien. Mais tandis que le Commodore PET nous faisait entrer dans l'ère numérique, un autre gadget transformait discrètement notre façon de regarder la télévision. Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait se lever pour changer de chaîne? Eh bien, tout cela allait changer avec l'invention de la télécommande. Nous allons y regarder de plus près. Imaginez l'époque où la télécommande ultime était celle de votre petit frère, à qui l'on demandait de changer de chaîne. Vous souvenez-vous de l'époque où vous vous asseyez près du téléviseur pour simplement tourner le bouton et trouver votre émission préférée? Tout a changé dans les années 1970 avec l'apparition des premières télécommandes filaires et sans fil. Du jour au lendemain, vous pouviez changer de chaîne et régler le volume depuis le confort de votre canapé. La télécommande Zenith Space Command, surnommée le clicker, était particulièrement révolutionnaire. Elle permettait de zapper les chaînes d'un simple clic. Véritable baguette magique pour votre téléviseur, elle vous offrait un contrôle inédit. Plus que de simples fonctionnalités, ces télécommandes ont révolutionné la façon de regarder la télévision, la rendant plus détendue et conviviale. Au fil des ans, les télécommandes se sont perfectionnées, donnant naissance aux appareils sophistiqués que nous utilisons aujourd'hui pour tout contrôler, des téléviseurs aux maisons connectées. Mais les années 70 n'étaient pas seulement synonymes de technologie de pointe. Certains gadgets étaient purement ludiques, prêts à replonger dans le passé avec l'un des premiers jeux électroniques portables. Plongeons-nous maintenant dans l'emblématique Mattel Electronic Football. Avant l'arrivée des smartphones remplis de jeux complexes, il y avait Mattel Electronic Football, un jeu portable simple qui a conquis le monde en 1967. Imaginez-vous contrôler une lumière clignotante sur un petit écran, contourner les obstacles pour marquer des touchdowns, le tout d'un simple clic. Vous souvenez-vous de l'excitation d'atteindre enfin la zone d'en-but ou de la compétition amicale entre amis pour voir qui obtiendrait le meilleur score? C'était le premier jeu électronique véritablement portable, permettant de jouer au football américain n'importe où et n'importe quand. Malgré son gameplay basique, il a conquis le cœur des jeunes fans de sport à travers le pays, ouvrant la voie aux consoles de jeux portables qui allaient suivre. Ce jeu n'était pas seulement un divertissement, il s'agissait de donner aux enfants la possibilité de jouer où qu'ils soient, un concept qui allait évoluer vers la culture du jeu vidéo que nous connaissons aujourd'hui. Mais si le Mattel Electronic Football était synonyme de divertissement et de jeu, un autre gadget des années 70 était avant tout axé sur les calculs complexes et l'innovation technologique. Curieux d'en savoir plus sur la première calculatrice portable programmable, restez avec nous pour découvrir l'incroyable HP65. Pouvez-vous imaginer une époque où les calculs complexes nécessitaient des machines encombrantes, voire du papier et un stylo? En 1974, Hewlett-Packard lançait la HP65, la première calculatrice portable programmable par carte magnétique au monde. Imaginez-la comme le couteau suisse des scientifiques, une calculatrice et un mini-ordinateur tout en un. À près de 800 $, c'était un investissement conséquent, mais pour les ingénieurs et les scientifiques, c'était une révolution. La HP65 n'était pas seulement une calculatrice, c'était un ordinateur portable capable de stocker des programmes et d'effectuer des calculs complexes d'un simple glissement de carte magnétique. Cela en faisait un outil essentiel pour les professionnels qui devaient effectuer des calculs en déplacement. Il était même si perfectionné que les astronautes de la NASA l'utilisaient lors de leur mission spatiale pour ajuster la position de leurs engins.
Le HP65 a établi une nouvelle norme en matière de technologie portable, ouvrant la voie aux appareils portables sophistiqués que nous transportons aujourd'hui. Mais tous les gadgets des années 70 n'étaient pas destinés au travail. Certains étaient avant tout axés sur l'apprentissage par le jeu. Voyons maintenant comment un jouet éducatif a utilisé une technologie de pointe pour apprendre l'orthographe aux enfants de manière ludique et interactive. Curieux? Restez connectés. Nous nous plongeons dans l'emblématique Speak and Spell. Mode original lancé en 1975, le Pet Rock n'était qu'une simple pierre lisse dans une boîte percée de trous d'aération. Il était accompagné d'un manuel d'instruction humoristique expliquant comment prendre soin de son animal, transformant une simple pierre en un objet original qui captivait l'imagination de millions de personnes. C'était l'exemple parfait de la culture de consommation ludique des années 1970, où l'humour, la simplicité et un peu de marketing astucieux pouvaient transformer n'importe quel objet en un incontournable. Si le Pet Rock était avant tout un jeu amusant et facile à réaliser, un autre jouet de la fin des années 70 exigeait une réflexion rapide et une mémoire affûtée. Avez-vous déjà essayé de suivre une séquence de lumières et de sons clignotants sans vous tromper? Préparez-vous à tester vos compétences avec le jeu emblématique de Simon à suivre prochainement. Lancé par Milton Bradley en 1968, Simon était un jeu de mémoire électronique qui mettait les joueurs au défi de répéter des séquences de lumières et de sons. Vous souvenez-vous de l'excitation de regarder ces lumières vives et colorées clignoter en séquence, en retenant votre souffle pour les imiter sans perdre le rythme? Son gameplay simple mais addictif en a rapidement fait un jeu apprécié des enfants et des familles. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une confrontation tendue avec des amis ou des frères et sœurs, chaque manche devenant plus rapide et plus difficile? La tension montait à mesure que les séquences s'allongeaient, poussant votre mémoire à ses limites. Et que dire de ce sentiment de triomphe lorsque vous battiez enfin votre meilleur score ou parveniez à terminer une séquence particulièrement difficile? Simon n'était pas qu'un simple jeu. C'était un test de mémoire et de concentration qui rassemblait les joueurs, donnant lieu à d'innombrables heures de plaisir et de compétition amicale. Aujourd'hui encore, le son de ces notes vous transporte instantanément dans ces moments nostalgiques de concentration intense et de rire. Mais si Simon était un test de mémoire, les années 70 ont également vu l'essor des gadgets éducatifs. Vous souhaitez savoir comment la technologie a rendu l'apprentissage des mathématiques amusant? Découvrons maintenant Speak and Math. Suite au succès du Speak and Spell, Texas Instruments a lancé le Speak and Math en 1978. Ce jouet éducatif aidait les enfants à améliorer leurs compétences en mathématiques grâce à un synthétiseur vocal similaire, rendant l'apprentissage ludique et interactif. Imaginez-le comme votre professeur de mathématiques personnel, mais dans un format ludique et stimulant. Avec ses invites vocales captivantes et ses questions stimulantes, Speak and Math a transformé ce qui aurait pu être un exercice ennuyeux en un jeu passionnant, motivant les enfants à pratiquer l'arithmétique d'une manière inédite. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres, il s'agissait de créer un lien entre éducation et technologie pour que l'apprentissage devienne un jeu. Mais pendant que les enfants s'affairaient à perfectionner leurs compétences en mathématiques, une autre mode prenait le dessus, sans rapport avec les devoirs. Vous êtes-vous déjà demandé comment une galaxie lointaine, très lointaine, a atterri dans les coffres à jouets des enfants? Restez avec nous pour découvrir le phénomène des figurines Star Wars et leur impact sur toute une génération. Vous souvenez-vous de l'émotion ressentie en regardant Star Wars pour la première fois et de l'envie de pouvoir faire entrer cette galaxie lointaine, très lointaine chez vous,
Après la sortie de Star Wars en 1977, la gamme de figurines Kenner est devenue incontournable pour les enfants. Ces petites figurines détaillées de Luke Skywalker, Dark Vador et d'autres personnages emblématiques permettaient aux enfants de vivre des batailles spatiales épiques dans leur salon. Imaginez avoir un morceau du film entre les mains, prêt à créer de nouvelles aventures. Grâce à ces jouets, vous pouviez recréer vos scènes préférées, imaginer de nouvelles aventures et vous immerger dans l'univers Star Wars de manière authentique et personnelle. Les figurines n'étaient pas de simples jouets. Elles étaient la porte ouverte à une imagination sans fin. Chaque figurine, avec ses caractéristiques et accessoires soigneusement conçus, devenait le héros d'innombrables batailles dans le jardin et aventures dans la chambre. Vous souvenez-vous des échanges de figurines avec vos amis, de la collection de chaque nouvelle sortie et des heures passées à organiser des affrontements épiques entre l'Alliance rebelle et l'Empire. Pour beaucoup, ces figurines n'étaient pas de simples objets passants de collection. C'étaient des compagnons précieux qui donnaient vie à la magie de Star Wars d'une manière qui résonne encore et aujourd'hui. Bien que lancé dans les années 1930, le Viewmaster a connu un immense succès dans les années 1970, devenant un gadget apprécié des petits comme des grands. Ce visualiseur stéréoscopique permettait de visualiser des images 3D sur des bobines circulaires, donnant vie aux scènes avec une profondeur et une clarté magique. Que vous exploriez les merveilles de la nature, vous immergiez dans vos dessins animés préférés ou fassiez un voyage virtuel autour du monde, le Viewmaster offrait une fenêtre unique sur de nouvelles expériences. D'un simple clic, les bobines tournaient, dévoilant une image 3D éclatante après l'autre, captivant l'imagination et offrant des heures de divertissement. Vous souvenez-vous de l'excitation ressentie à l'idée de recevoir une nouvelle bobine et de l'impatience de découvrir l'aventure visuelle qui vous attendait? Mais le Viewmaster n'était pas le seul moyen de capturer des images époustouflantes dans les années 1970. Que diriez-vous d'un appareil photo capable de développer vos photos directement entre vos mains? Restez connectés, nous nous penchons sur l'emblématique Polaroid SX70 et sa photographie instantanée révolutionnaire. Lancé en 1972, le Polaroid SX70 fut le premier appareil photo réflexe instantané et devint rapidement un phénomène. Vous souvenez-vous de l'émotion de prendre une photo et de la voir se développer lentement sous vos yeux? Cet appareil fascinait petits et grands, car il pouvait produire des photos entièrement développées en quelques minutes, faisant de la photographie instantanée une nouveauté palpitante. Avez-vous déjà ressenti l'excitation de capturer un instant, de secouer la photo d'un geste rapide, puis de vous émerveiller en voyant l'image apparaître comme par magie? Le Polaroid SX70 ne se contentait pas de prendre des photos. Il permettait de créer des souvenirs instantanés, à tenir en main et à partager sur le vif. Que ce soit une réunion de famille, un instantané de vacances ou un simple moment entre amis, cet appareil rendait chaque occasion spéciale. Et qui pourrait oublier l'impatience de voir le résultat de chaque photo? Mais si le SX70 a révolutionné la façon de capturer les souvenirs, un autre gadget des années 70 offrait une expérience tactile totalement différente. Prêt à plonger dans l'univers de la créativité tactile était éclatante, explorons la magie colorée de Lead-Brit à suivre. Lancé par Hasbro en 1967, mais extrêmement populaire dans les années 1970, Lead-Brit était un jouet qui servait également d'outil artistique, permettant aux enfants de créer des images lumineuses en insérant des chevilles colorées dans une grille rétroéclairée. Vous souvenez-vous du plaisir de créer vos propres motifs ou de suivre les modèles pour créer de magnifiques œuvres lumineuses? Lead-Brit n'était pas qu'un simple jouet, c'était une porte ouverte à la créativité,
permettant aux jeunes esprits d'explorer les couleurs et les formes de manière ludique et pratique. Chaque clic sur une cheville du plateau donnait vie à votre création, et la satisfaction d'actionner l'interrupteur pour révéler un chef-d'œuvre radieux était incomparable. Que vous créiez un arc-en-ciel, votre personnage de dessin animé préféré ou simplement des motifs abstraits, Lightbrit offrait des possibilités infinies et des heures de divertissement. Et si je vous disais que ce n'était pas le seul gadget à stimuler la créativité dans les années 70, nous allons maintenant découvrir Merlin, un jeu électronique portable alliant divertissement et défis stimulants. Restez connectés. Vous souvenez-vous de l'excitation ressentie en tenant entre vos mains un gadget futuriste qui semblait tout droit, sorti d'un film de science-fiction? Sorti en 1978 par Parker Brothers, Merlin était l'un des premiers jeux électroniques portables permettant de jouer à 6 jeux différents. Avec sa couleur rouge vif et sa disposition des boutons rappelant celle d'un téléphone, Merlin est rapidement devenu un favori des enfants. Que vous vous lanciez dans une partie de morpion, que vous maîtrisiez le jeu de mémoire ou que vous testiez vos talents musicaux avec Music Machine, Merlin vous offrait des heures de divertissement. Sa polyvalence et sa capacité à être emporté partout en faisaient un jouet révolutionnaire pour l'époque, stimulant l'imagination et offrant des heures de divertissement sans écran. Mais si Merlin était avant tout un jeu interactif, un autre gadget des années 1970 a révolutionné le jeu. Avez-vous déjà entendu parler d'un jouet inspiré par un casse-cou? Restez avec nous. Nous allons faire monter l'adrénaline avec le vélo cascadeur Evel Knievel à venir. Inspiré du célèbre casse-cou Evel Knievel, ce vélo cascadeur permettait aux enfants de lancer une version miniature de Knievel par-dessus des rampes et des obstacles, apportant le frisson de ces cascades défiant la mort jusque dans leur salon. Sorti au début des années 1970, il connut un franc succès, captivant l'imagination des jeunes fans, fascinés par les prouesses réelles de Knievel. Grâce à un moteur mécanique et un peu d'adresse, les enfants pouvaient propulser leur petit Evel Knievel dans les airs, effectuant sauts et figures à l'image de l'homme lui-même. Ce n'était pas qu'un simple jouet, c'était une invitation à recréer des cascades épiques, repoussant les limites du jeu d'une manière à la fois audacieuse et amusante. Pendant que certains enfants s'affairaient à réaliser des cascades, d'autres s'élançaient sur une attraction différente. Prêts à rouler, faisons un tour avec l'emblématique Grande Roue, bientôt disponible. La Grande Roue était un tricycle surbaissé doté d'une grande roue avant, devenu symbole de liberté infantile dans les années 1970. Vous souvenez-vous de l'excitation de monter sur votre grande roue, de pédaler à toute vitesse et de sentir le vent vous caresser tandis que vous dévaliez le trottoir? C'était rapide, amusant et parfait pour les courses amicales entre voisins. Avez-vous déjà dérapé dans un virage ou tenté un tête-à-queue spectaculaire? Les roues en plastique s'usaient peut-être rapidement, mais l'excitation, elle, ne s'est jamais envolée. Et que dire du sentiment d'indépendance qu'elle procurait? La possibilité d'aller où bon vous semble, avec le bruit caractéristique des roues qui résonnaient dans la rue. La grande roue n'était pas qu'un jouet, c'était un rite de passage, une façon pour les enfants d'explorer leur monde avec un esprit d'aventure. Mais aussi amusante que fut la grande roue, ce n'était pas le seul jouet à transformer les jeux en extérieur en une expérience inoubliable. Vous souvenez-vous de l'excitation d'affronter un ami dans un combat de Titan en plastique développé par Mark's Toys? Rock 'em Sock 'em Robots était un jeu d'action pour 2 joueurs, où des robots en plastique étaient contrôlés par des joueurs qui tentaient de s'entretuer. Ce classique du jeu compétitif des années est rapidement devenu un incontournable dans de nombreux foyers, offrant d'innombrables heures de plaisir et une compétition acharnée.
avec ses mécaniques simples mais captivantes, Rock M Sock M Robots était plus qu'un simple jouet. C'était un véritable test d'adresse et de timing. Le frisson de frapper parfaitement et de voir la tête du robot de son adversaire surgir était incomparable. Les emblématiques robots rouges et bleus, au design rétro-futuriste, sont devenus des symboles de rivalité et de camaraderie enfantine. Que vous jouiez avec vos frères et sœurs, vos amis ou même vos parents, chaque partie était l'occasion de mettre à l'épreuve vos réflexes et votre sens stratégique. L'attrait universel du jeu en faisait un incontournable de toute collection de jouets et un souvenir précieux pour ceux qui ont grandi dans les années 70. To wrap up our journey through the gadgets of the 1970s, we arrive at the Speak and Spell, introduced by Texas Instruments in 1978. This wasn't just a toy, it was a breakthrough in educational technology. Using a speech synthesizer, the Speak and Spell helped kids learn to spell and pronounce words in a fun and engaging way. Il est devenu un incontournable en classe et un gadget apprécié des enfants qui apprennent à la maison, transformant un exercice qui aurait pu être fastidieux en un jeu interactif. Vous souvenez-vous de la satisfaction de trouver un mot juste et d'entendre cette voix électronique, joyeuse, confirmer votre réussite? Et si cela vous semble familier, c'est peut-être parce qu'il a été immortalisé dans la culture populaire, comme l'appareil Kitty, utilisé pour téléphoner à sa maison dans le film de 1982. Le Speak and Spell n'était pas seulement une question d'éducation. Il s'agissait de rendre l'apprentissage amusant, et son impact se fait encore sentir aujourd'hui dans les jouets éducatifs, nous rappelant une époque où la technologie commençait à s'intégrer harmonieusement au jeu. Voilà qui conclut notre voyage à travers les gadgets emblématiques dont tous les enfants rêvaient dans les années 70. Souvenez-vous de la joie que ces classiques procuraient et gardez la nostalgie bien vivante. Abonnez-vous pour plus de voyages dans le passé.